This is Gloria Estefan. Over 1 million women and 2.5 million children experience homelessness in our country every year. The National Women's Shelter Network is dedicated to ensuring that no woman or child will ever have to live on the streets. You can make a difference. Please visit thenwsn.org and donate today. Comme tu le sais, je suis en plein voyage de 6 mois en famille en Amérique latine. Dans mon sac à dos, j'ai emporté Crush pour une tournée d'enregistrement en public dans des alliances françaises au Mexique, au Guatemala, au Salvador, au Costa Rica et en Colombie. Sur scène, avec moi, des couples franco-latino-américains me racontent comment on tombe amoureux quand on ne parle pas la même langue et qu'on vient de 2 cultures et 2 pays différents. Ce Crush Tour est soutenu par l'Institut français, établissement public sous tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, qui œuvre à la promotion de la langue française, à la circulation des œuvres, des artistes et des idées à travers le monde. À l'origine et à la coordination de ce projet de tournée, il y a l'Alliance française de Medellín, en Colombie, qui s'engage sans relâche pour promouvoir les échanges culturels entre la France et l'Amérique latine. Un immense merci à Yann Lapoire d'avoir cru en ce projet depuis le premier jour. L'épisode que tu t'apprêtes à écouter est l'un de ces épisodes enregistrés en public dans une des alliances françaises partenaires. Je te souhaite une excellente écoute de ce crush du bout du monde, ou plutôt, que disfrutes esta historia de amor. Et j'ai aimé son ouverture d'esprit, sa façon de penser, de voir la vie, etc., qui pour moi était vraiment différente de ce que je connaissais, de ce que j'avais pu connaître aussi avec d'autres personnes. Sa façon de penser, tu peux expliquer un petit peu ce que ça veut dire ? Beaucoup plus ouverte, beaucoup plus à relativiser les choses, très positive. Nous, on a ce côté quand même très français à se plaindre, etc. Et j'étais le premier comme ça. Je vois pas ce que tu veux dire. Non. Tu vois, s'il y a de la musique, un petit peu, le son un petit peu dérangé, voilà, ce genre de choses. Alors ça, en aparté, c'est parce que je disais tout à l'heure que depuis que nous sommes arrivés à Puebla, je ne dors pas beaucoup à cause de la musique du bar d'en dessous de l'auberge. Non, oui. mais voilà, j'étais cette personne-là aussi à me plaindre sur beaucoup de choses, des choses futiles. Et puis, en apprenant à connaître la personne, tu dis mais ouais, c'est vrai, pourquoi ? Enfin, tu vois. Ces choses-là, ouais. ça c'est ça aussi qui m'a marqué, que j'ai aimé, qui m'a fait évoluer. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, je reçois à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert une rencontre qui l'a intensément marquée pour un jour, une nuit, quelques années ou toute une vie. J'espère que ces témoignages seront pour toi une source d'inspiration pour comprendre et vivre mieux tes émotions amoureuses. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, si tu veux t'inspirer, partager et échanger sur l'amour et les rencontres, rendez-vous sur Instagram et sur la chaîne YouTube @Crush le podcast. Je suis très, très heureuse d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup à l'Alliance de Puebla de me recevoir si chaleureusement. Merci à toutes les équipes qui m'ont accueillie depuis hier. Merci à vous d'être venus écouter cet enregistrement en public. Et pour cet enregistrement, je suis accompagnée de 2 personnes que je vais découvrir avec vous, Fernanda et Julien. Comment allez-vous ce soir ? On est ravis d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Julien, ça va ? Ça va super bien. Très, très heureux d'être là. Un peu stressé ? Ça va ? Non, super bien, au contraire. Alors, pour commencer cette interview, il y a un rituel un petit peu incontournable. C'est celui de vous présenter en 5 hashtags. Julien, est-ce que tu veux commencer, s'il te plaît ? Ça marche. Je vais commencer, mais je vais peut-être changer un petit peu les règles, tout en respectant ton podcast. Je t'en prie. Avec plaisir. Je vais plus faire des hashtags sur notre couple. Oui, parce que d'habitude, je demande à mes invités de se présenter en 5 hashtags, donc en 5 mots-clés. Ça permet de découvrir qui ils sont, leur personnalité et le rapport qu'ils ont aux autres et au monde. Et donc, Julien va me présenter votre couple en 5 hashtags. Ok. Alors, mon premier, c'est Power Couple. Mon second, c'est Bonne humeur garantie. Mon troisième, Honnêteté avant tout. Et mon quatrième, À mes cœurs en accord. Et je viens de me rendre compte que j'en ai que 4. Donc, non seulement tu changes les règles, mais en plus, t'en fais moins. Ok. De ta personnalité, peut-être ? Ouverture d'esprit.
Ouverture d'esprit. Pour ma personnalité, ouais. Fernanda, qu'est-ce que tu penses de ces hashtags choisis par Julien pour vous décrire? Il a choisi très méticuleusement. Ouais. C'est joli. Il a mis du temps à le faire, à réfléchir. C'est génial. Tu veux en rajouter certains? Tu avais d'autres idées, toi? Bien sûr. Alors, je veux dire ensemble, plus simple. Maman avant tout. Ton statut de maman va avoir une place très importante dans l'histoire que vous allez nous raconter. Et je suis remerciante à Julien parce que lui, il a accepté cette statut de maman et il n'a pas juste accepté, il aime les enfants comme si c'était les siens. Donc ça, c'est une partie énorme de la réussite de notre couple. Famille récompensée et question de temps. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Je crois fermement que tout est une question de temps et qu'on était censé se rencontrer. C'était juste une question de temps. Ok, de savoir très bien. attendre. Est-ce que tu crois qu'il y a une part de destin? Si. On en reparlera peut-être à la suite de l'entretien. Et pour finir, un petit hashtag personnel, l'univers conspire en ma faveur. L'univers conspire en ma faveur. Oui. Très bien, j'adore. Alors, Julien, juste pour situer, pour bien comprendre encore plus qui vous êtes, Julien, est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu as grandi? Dans quelle partie du monde? Dans quelle ville ou dans quelle campagne? Dans quelle langue tu t'exprimais quand tu étais enfant? Et dans quel environnement familial tu as grandi? Je suis né à la frontière suisse, dans le comté français, dans le département de l'Ain. 01. Dans le 01, exactement. Et puis donc, quelques années après ma naissance, à mes 2 ans, on est parti en fait dans la région centre, entre Poitiers et Châteauroux. Et là où il se passe plein de choses. Ouais, il se passe beaucoup de choses. Si. Tu serais étonné, je pense. Ça, c'est ma vision de parisienne. Peut-être. Non, il y a de belles choses à visiter. Évidemment, c'est beaucoup plus calme, mais il y a de belles choses à visiter. Et du coup, tu étais en campagne ou en ville? Alors j'étais en campagne. C'est une ville, hein, c'est une petite ville, mais c'est vrai que tout autour il y a beaucoup de campagne. Et en fait on est parti là-bas pour l'entreprise de mes parents. Et justement en fait il y a la famille de mon père qui vient de là-bas. Le contexte familial, tu as des frères et sœurs, tes parents étaient ensemble, ils étaient séparés? Voilà, ils sont donc maintenant ils sont divorcés. Okay. Ma maman elle s'est remariée, mon papa il a rencontré quelqu'un. Ensuite après il a refait sa vie. Donc moi j'ai un frère qui a donc le même père et la même mère que moi, et j'ai une sœur donc on a le même père et donc par contre pas la même mère. Ok, voilà. Très bien. Toi Fernanda, où est-ce que tu as grandi et dans quel contexte tu as grandi? Je suis grandie à Puebla, dans cette ville. J'ai vécu ici jusqu'à 23 ans. J'ai fini l'université ici. Et j'ai grandi dans un contexte très familier, très papa, maman, grands-parents, cousins, cousines. C'est vraiment la famille mexicana poblana. À 23 ans, j'ai rencontré une autre personne avec qui je me suis mariée la première fois, et c'est pour ça que je suis partie en Suisse. D'accord. Si. Ok. Si on remonte justement en 2018, à l'époque où vous ne vous connaissez pas encore, où vos chemins ne se sont pas encore croisés, est-ce que vous pouvez me dire chacun votre tour en quelques mots, quelle est votre situation? Vous avez quel âge? Vous faites quoi? Votre situation amoureuse? Et est-ce que vous avez déjà eu des histoires d'amour avec une personne qui vient de plus loin ou qui a une culture différente de la vôtre? Julien, tu veux commencer? Je crois que Fernanda, oui. Moi j'étais en approche de la trentaine, célibataire. Voilà, je faisais ma petite vie avec le travail, les amis, et puis voilà, en me laissant porter. Ouais, exactement, laissant porter par la vie, exactement. Sans vraiment savoir où j'allais, mais j'étais bien dans ma petite vie. Est-ce que tu avais déjà une ouverture sur l'ailleurs? Est-ce que tu en rêvais ou est-ce que ça avait aucune place dans ta vie à ce moment-là? Sur l'ailleurs? Le lointain, est-ce que tu voyageais? J'étais revenu de voyage en Australie. J'avais fait quelques voyages aussi un petit peu en Europe, etc. Bien sûr, ouais. Si, toujours très intéressant et important d'aller voir ailleurs. Toi, Fernanda, en 2018, quelle est ta situation? Voilà, j'étais évidemment divorcée, j'avais 3 enfants, j'avais un travail à 100%, donc j'ai toujours travaillé pour des entreprises, donc j'étais en charge du marché latino-américain. Et donc, je voyageais pour mon travail et je trouvais toujours des accords pour que les enfants restent avec les grands-parents de côté papa. Okay. Même si on n'était plus ensemble, il y avait une relation jusqu'à aujourd'hui très cordiale avec la famille politique, etc. Et donc, du coup, mes voyages, ils étaient prévus une fois par année, soit
dans l'Amérique latine, soit au Brésil. Et je choisissais mes dates de voyage. Donc, je choisissais toujours en fonction des enfants. Et comme ça, je ne le laissais pas tout seul. Ouais. Donc, tu étais maman solo depuis plusieurs années. Tu vivais en Suisse, donc aussi loin de ton pays natal et loin de ta famille. Exact. Je crois que, si je ne me trompe pas, vous allez vous rencontrer sur une app. Bah oui, parce que nos vies étaient tellement différentes qu'il n'y avait pas... moi, j'ai côtoyé des mamans, papas d'école. Lui, il n'avait pas d'enfants. Forcément, on n'allait jamais se rencontrer. Moi, je ne sortais pas beaucoup. Lui, il sortait encore beaucoup avec ses amis. C'est normal. Ouais, on a aussi une différence d'âge. Donc, nos mondes étaient très différents. Et grâce à cette miraculeuse application... Alors, on va revenir sur comment vous avez connecté sur l'appli. Tu viens de dire quelque chose d'important. Vous avez aussi une différence d'âge. Si. C'est toi qui es plus âgé que Julien. Je suis plus âgée, oui, de 12 ans. Tu as 12 ans de plus. Oui. Ok. Je pense que ça va avoir une importance aussi dans la suite de l'histoire. Comment t'en arrives à te mettre sur Tinder, Julien ? Bon, je pense que c'est un peu générationnel, ça, tu vois. Tout le monde est sur Tinder en tant que célibataire, plus ou moins, non ? Et puis, voilà, c'était célibataire, on passe le temps. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas créer un profil sans vraiment chercher quelque chose en particulier. Hein. C'était vraiment plus pour aller dans la rencontre, dans la découverte. Non, c'est dans le même processus au final que voyager. C'était voyager avec des humains. Hashtag ouverture d'esprit. Hashtag ouverture d'esprit. Fernanda, toi, pourquoi est-ce que tu t'inscris sur l'app ? Je dois te dire la vérité, je n'étais pas intéressée du tout. Mais après un divorce et tout ça, la dernière chose que je voulais, c'était de rencontrer des hommes. Et je disais, mais j'ai tout. J'ai 3 enfants qui m'aiment, qui vivent avec moi. C'est eux, ma vie, vraiment. Et en plus, j'ai un bon travail qui me permet de voyager. J'habitais en Suisse. On avait une vie très à l'aise, on va dire. Donc, quand je regardais autour de moi, j'étais heureuse. Donc, je ne cherchais pas forcément un compagnon et je disais, de toute façon, tous les hommes, c'est la même. Voilà. C'est souvent la situation dans laquelle on se retrouve après une séparation, un divorce. Souvent, les femmes disent, bon, j'en ai marre, non, je n'ai pas envie de recommencer. Ah oui, et vraiment, je te le dis, je n'avais pas envie. Et il y a eu 1, 2, 3, 4 ans des célibats, d'être tranquille avec mes enfants et tout, qu'une collègue à moi de mon travail, une fille, elle était célibataire, mais elle était maman célibataire, mais elle était, oui, un peu plus ouverte d'esprit que moi. Sur les apps aussi. Et puis, elle m'a dit, non, c'est pas possible, il faut que tu rencontres des gens et tout. Et je disais, non, j'ai pas le temps. Et c'est elle qui a créé mon profil. Avec moi, évidemment. Oui. On était ensemble, mais je me souviens qu'on était dans un bureau. Dans la pause, je sais pas, elle m'a dit, tu cherches quel âge? C'est pas grave, n'importe. Donc, pas de critères. Tu vas sur la il y avait quand même des critères une fois que tu vas. Non, quand même, il y a des critères une fois que tu commences. Mais je dois vous dire que l'idée d'aller sur une application, c'était pas pour rencontrer ni un mari, ni un père pour mes enfants, ni rien. C'était vraiment pour passer un petit moment de connaître d'autres mondes. Ok. Rapidement, comment ça se passe ? Qui c'est qui like ? Qui c'est qui envoie le premier message ? Vous vous souvenez ou pas ? Qui c'est qui like ? C'est difficile, tu sais. Parce qu'au bout d'un moment, c'est un match. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un match. Tu te réveilles un matin, tu dis, cool. Ouais. Un match. Ouais. Est-ce que tu te souviens, Julien, au moment du match, ce que tu penses quand tu tombes sur son profil ? Je me souviens que j'avais liké ce profil et je me dis, waouh, super. Enfin, tu vois, je me sentais chanceux d'avoir justement ce like en retour, tu vois. Voilà, j'étais content de voir ce matin-là que je pouvais du coup commencer à écrire à cette personne. Après, qui a écrit en premier, je ne sais pas. Non, je me souviens plus, mais... moi, je dois dire que lui, il n'avait pas mis beaucoup de photos. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il avait les cheveux longs, mais longs jusqu'à là. Ah oui, comme aujourd'hui d'ailleurs. Donc, voilà. Et non, on a commencé à parler, mais c'est vrai que je savais que ce n'était pas sa priorité. Parce qu'il y a des rencontres que ce n'est pas sur l'application, que c'est vite, oui, on se va demain. Non. Non. Là, vraiment, on a commencé à s'écrire, mais toujours, il était très cool, il était respectueux. Tu vois, il y a des gens qui ne sont pas très respectueux sur les applications. Ouais. Donc, j'aimais beaucoup parler avec lui, mais on n'avait pas prévu de se voir tout de suite. Après, il y a une petite pause, je dirais un mois, que, on ne se voit pas, on se voit, oui. Mais vous tchatchez un peu? Si, mais toujours sans trouver les moments jusqu'à... C'était pas très intense dans la conversation. Ok. Et comment va arriver le moment où vous allez vous rencontrer? Je m'émotionne. là, finalement, on s'est dit, bon, on va se voir tel jour, à telle heure. Et lui, il est arrivé en retard parce qu'il s'est coiffé.
Ça, il Non. était, il était parce qu'il jouait au foot. Et C'est normalement, il jouait au foot les jeudis, il s'entraînait. Et puis là, les gars de l'équipe, il dit, mais tu fais quoi aujourd'hui? Parce qu'il est sorti de la douche et il a sorti son sèche-cheveux pour se coiffer. Tu t'es fait un brushing à la sortie dans le vestiaire. Forcément. Parce que tu avais un mettre à la date. hauteur de l'événement. Pourquoi je dis ça? Parce que lui, il est arrivé après moi. D'habitude, on va dire, je suis ponctuelle. Depuis que j'habite en Suisse, je suis devenue très ponctuelle. Mais normalement, oui. Mais normalement, les rendez-vous, il y a l'homme qui attend et la fille qui arrive. Et moi, on avait choisi un bar qu'on aimait beaucoup, très central, en face de la gare de Genève. Okay. Et puis, je me souviens très bien que j'étais assise au bar, parce que je me suis dit, j'avais vu 3 photos de lui. Hein. Ouais. Et ma somme, non, c'est pas super. Ouais. Tu n'étais pas sûre que tu allais le reconnaître. Exactement. Okay. On ne s'est pas dit, je vais porter un chapeau rouge, tu vois. Donc, j'étais là, j'ai regardé j'étais vraiment assise vers la porte d'entrée et je voyais entre les gens. Finalement, il arrive, je le vois, il me sourit. Et moi, j'ai porté des talons, mais j'étais assise. Ouais. Et après, je me lève pour lui faire la bise. Et moi, même avec les talons, je vois qu'il était grandissimo. Très grand. Donc, je dis, mais il mesure combien? Je ne m'attendais pas à ça, tu vois. Et sur une photo, on a du mal à se rendre compte de la taille. C'est toujours pareil. Et il y a beaucoup sur les applications de premiers dates où les personnes se disent, mon Dieu, est-ce qu'il va être grand ou petit? Est-ce qu'elle va être grande ou petite? Oui. Donc, il arrive, il est immense. Ah, monsieur. Immense. Il te plaît? Oui. Il me plaît, mais je dois dire que je n'ai pas dit... Et c'est mon genre. Je ne sais pas comment expliquer. Et je l'ai vu, je dis, mais il est charismatique, mais j'ai envie de le découvrir. Okay. Je n'étais pas aveuglée par sa beauté. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand on est jeune, je pense que c'est une question d'âge, de mon âge. Quand on est jeune, tu vois passer un gars, les garçons, ils font pareil avec les filles, et c'est que le physique qui compte. Okay. Et moi, ce n'était pas ça. Je dis, il me plaît, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Ok, très bien. Toi, Julien, quand tu la vois, à ce moment-là, tu te souviens de ce que tu penses, de ce que tu ressens? Bien sûr. J'ai double validé. Non, j'ai double matché. J'ai double matché, exactement. Non, si, je la trouvais très, très belle. Et ça donne forcément envie d'aller s'installer et d'aller discuter, pas faire marche arrière, au contraire. Vous parlez en français à ce moment-là? Parce que toi, tu parles français. Je parlais déjà français, oui. Je savais même pas que tu étais mexicaine. Hein. Ah, oui. Tu vois? Donc, pour moi, non. Moi, j'allais parler avec une femme qui parlait français. Ça s'arrêtait là. Est-ce que pendant ce premier rendez-vous, on est quand même dans un contexte de séduction? C'est un date sur une nappe. C'est un date quand même, oui. Oui, un petit peu, mais tu sais, quand tu sors du foot et que tu as super faim, donc du coup, tu dois commander à manger. Pour la drague, manger en même temps, c'est pas super conseillé. Mais toi, tu étais dans un état d'esprit séduction ou tu voulais juste passer un moment chill, sympa? J'étais vraiment, je me posais aucune question. Je vais passer un bon moment, je vais aller rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce qui va arriver? Je sais pas. J'étais ouvert vraiment à tout. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des différences entre la façon dont on gère cette phase de séduction au Mexique, dans la culture mexicaine, et en France ou en Suisse? Est-ce que les choses se passent de la même manière? Non. Est-ce que les femmes, les hommes se comportent de la même manière? Est-ce qu'on attend les mêmes choses? Non, il y a une énorme différence. Mais je pense que même au Mexique, les choses ils sont changées aujourd'hui. Il y a quelques années, c'était très dans la galanterie. Tu sortais avec un garçon et puis il va peut-être t'amener des fleurs, tu vois, même trop, sans te connaître. Ou il y a aussi les Mexicains plus attirés physiquement, qui vont aller beaucoup plus vite avec les gestes tactiles. C'est ça, j'aime pas trop non plus. Donc, je savais qu'avec lui, ça allait pas être comme ça, selon ce que je croyais, mais je les connaissais pas. Tu connaissais un peu quand même la culture, tu étais là depuis longtemps, donc tu savais aussi... Voilà. Ouais, comment ça se passait. Toi, Julien, tu penses qu'il y a des différences, par exemple, la façon dont on s'engage dans une relation en France? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être dites? Est-ce qu'il y a des choses qui sont tues? Est-ce qu'en France, il y a des choses qu'on dit moins, qui sont plus formulées ailleurs? Je sais pas. Je pense que quoi qu'il arrive dans n'importe quel pays, il faut savoir être prudent. Non, il faut faire attention à ce que tu vas dire, parce que tu connais pas la personne qui est en face de toi. Tu peux éviter de brusquer, de gêner, non, d'offender. D'offenser. Merci. Ouais, d'offenser.
Voilà, moi je sais que j'étais moi-même parce que si quelqu'un, je plais à quelqu'un, je veux qu'elle se dise ok, c'est cette personne-là, c'est pas une image que j'ai créée. Ce premier rendez-vous, il se passe bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'inattendu qui se passe d'un côté comme de l'autre? Est-ce qu'il y a un énorme coup de cœur? Est-ce qu'il y a... Moi, je suis rentrée à la maison en me disant, il est génial. J'aime beaucoup parler avec lui et j'aime beaucoup sa présence, son énergie. Je pense que ça, c'était très important et ça m'avait donné envie de le revoir. Par contre, je dois te dire que lui, il est extrêmement prudent. C'est très différent aux hommes de manière générale. Et puis, on s'est vu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois et il n'y avait même pas un geste comme ça. 5 rendez-vous sans premier baiser. Sans bisou, nada. Et là, du coup, je me suis dit, ¿qué le passe? Non, la verdad, je dois vous dire, je me suis dit, je pense que je lui plais pas parce que j'ai des enfants. Je pensais que aussi, vu qu'on a différents âges, je trouvais que ça soit normal qu'il ne soit pas super à l'aise pour aller plus loin. Mais par contre, je ne voulais pas les perdre comme amis. Il y avait un moment, on avait arrivé à un moment de passer des bons temps, j'ai appris à les connaître, que même moi, je changeais ma façon de m'habiller. La première rendez-vous, les deuxièmes rendez-vous, tu t'apprêtes, tu mets les talons, tu mets ton sac, tu es un peu plus coquette. Ok. Tout le temps en restant, on va dire. Au 5e rendez-vous, tu étais en basket et en jogging? Si, ouais. Littéralement, tu vois, tu mets les cheveux comme ça, tu sors. J'arrive. Voilà, j'arrive. Et moi, je disais, mais si lui, il ne veut pas avoir une relation, moi, ça me va. Mais par contre, je ne veux pas que ça se perde. Donc, je pense que si on n'était pas ensemble, on serait restés de très bons amis. Ok. Toi, Julien, de ton côté, depuis ton propre point de vue, ces 5 premiers rendez-vous, qu'est-ce qu'ils veulent dire pour toi? Ce qu'ils veulent dire, c'est que je me laisse encore une fois porter par l'événement et je sais que s'engager, pour moi, c'est important. Si tu veux commencer à lancer une relation, c'est important. Et donc, jouer avec les sentiments, c'est pas ce qui m'intéresse, ni pour moi, ni pour la personne qui est en face. Donc, c'est pour ça que j'avais peut-être cette forme de prudence qu'elle voyait, parce que je voulais aussi être certain et comprendre vraiment ce que j'avais envie. Parce que c'est pas facile aussi d'être maître de la situation à 100% et de se dire, d'avoir le recul nécessaire au moment et se dire à l'instant T, ok, c'est vraiment ça que je veux. Donc c'est pour ça que j'avais besoin peut-être plus de rendez-vous avant de gâcher quelque chose et de s'approcher physiquement et puis perdre peut-être. Est-ce que ça veut dire que tu voyais déjà qu'il y avait potentiellement une relation sérieuse derrière, ou tu le savais pas encore? Non, je le savais pas encore. Non. Ok. Non. Mais je savais que j'étais attiré. Ça, je commençais à le comprendre. Est-ce que le fait que Fernanda soit mexicaine, même si elle vit à côté de où tu vis à ce moment-là, ça te faisait peur, ou tu te disais elle va peut-être un jour rentrer au Mexique, ou on est très différents, ou pas? Non, au contraire, ce que j'ai aimé, c'est son accent. C'est ce qui m'a fait un peu craquer aussi. C'est vraiment ça. Et puis, j'ai aimé son ouverture d'esprit, sa façon de penser, de voir la vie, etc., qui pour moi était vraiment différente de ce que je connaissais, de ce que j'avais pu connaître aussi avec d'autres personnes. Sa façon de penser, tu peux expliquer un petit peu ce que ça veut dire? Beaucoup plus ouverte, beaucoup plus à relativiser les choses, très positive. Nous, on a ce côté quand même très français à se plaindre, etc. Et T'es le premier comme ça? Je vois pas ce que tu veux dire. Non. Tu vois, s'il y a de la musique, un petit peu, le son qui peut te déranger. Voilà, ce genre de choses. Alors ça, en aparté, c'est parce que je disais tout à l'heure que depuis que nous sommes arrivés à Puebla, je ne dors pas beaucoup à cause de la musique du bar d'en dessous de l'auberge. Non, oui. mais voilà, j'étais cette personne-là aussi à me plaindre sur beaucoup de choses, des choses futiles. Et puis, en apprenant à connaître la personne, tu dis, mais ouais, c'est vrai, pourquoi? Enfin, tu vois. Ces choses-là, ouais. ça c'est ça aussi qui m'a marqué, que j'ai aimé, qui m'a fait évoluer. Donc il y a déjà 2 visions quand même du monde qui se rencontrent et qui te séduisent, toi Julien. Exactement. Comment va évoluer votre relation? Ce premier baiser, il était bien? Ah, magnifique. Évidemment. Comment non? Si, bueno, il y a eu un événement très, très marquant. Pendant ces 4 ou 5 rendez-vous qu'on se connaissait, mais on ne se connaissait pas assez bien. Disons, je ne connaissais pas toutes ces informations importantes. Il a eu un problème avec son estomac, il y avait une inflammation, un truc comme ça, et il était au travail. Et il a décidé de m'appeler à moi. Donc déjà, j'étais déjà pour lui une personne importante pour lui. Carrément. Alors il m'appelle.
Et puis, je l'amène à l'hôpital. Il rentre en urgence. Il était vraiment pas bien. Et c'était très marrant parce que lui, il était à la salle, à l'intérieur de la salle de récupération. Je sais pas, il pouvait même pas parler. Hein. C'était vraiment grave, on va dire. Et la fille de la réception me dit, qui accompagne ce monsieur-là? Et je lève la main comme ça. J'étais en France, à l'hôpital de France. Et elle commence à s'appeler carte vitale, numéro de carte vitale. Je dis pas. Non, c'est. Elle connaissait même pas, elle savait même pas ce que c'était. Nom et prénom, nom de famille. Je dis, mais je sais pas. Non, mais c'est vrai. Et après, je savais comment il s'appelait à l'application, mais je connaissais pas son nom de famille. Et date de naissance. Là, vous demandez trop. Je préfère pas savoir. Et puis après, je pense qu'elle m'a regardée en disant, mais vous les connaissez ou pas? Bon, et ça, c'était une des choses que, voilà. C'est marquant. C'est marquant. Et après, tout de suite après, j'ai reçu la nouvelle qu'une entreprise pour laquelle j'avais postulé, ils m'ont donné le travail. Si je devais commencer mon travail 2-3 mois plus tard à Liechtenstein, de l'autre côté de la Suisse. Donc là, nous, on était à Genève, où on parle français, et je devais partir à Liechtenstein avec mes enfants. À ce moment de notre relation, on n'était pas vraiment un couple. C'était une relation. Voilà. Un flirt. On s'aime beaucoup. On s'aime bien. On s'aime bien. Mais on n'était pas ensemble. Et puis, ma situation de vie, le travail, c'était super important. J'accepte le travail et puis ils m'ont dit, vous devez partir, commencer 1er août. Ici, c'était le mois de mai, plus ou moins. Je dis, c'était super génial de t'avoir rencontré. T'es un gars. Salut. Ouais, voilà, t'es un gars super. On n'avait pas de problème entre nous. C'était juste le fait de devoir partir pour travail. Et j'ai pris mes enfants et je suis partie. Vous êtes partie. Donc là, vous poursuivez votre relation à distance? Non. Non, c'est fini. Enfin, c'était fini. Oui, mais on continue à s'écrire. Oui, il y avait toujours une sorte de relation, quoi qu'il arrive, mais plus physique. On ne se voyait plus. Non, mais je dois dire, pour moi, la relation, ça veut dire que je ne vais pas sortir avec quelqu'un d'autre. Lui, il ne va pas sortir avec une autre fille. Nous, on n'était pas un couple. Donc, on s'écrivait pour se donner des nouvelles. Okay. Mais voilà. Il n'y a pas d'engagement, ni émotionnel, ni matériel. Et si là, par exemple, il me disait, écoute, j'ai rencontré quelqu'un hier, je n'allais pas me fâcher, j'allais dire, je suis contente pour toi, tu vois. Okay. C'était plutôt ça. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer, qui va faire basculer la relation dans une relation plus sérieuse où vous allez vous engager l'un envers l'autre? Parce que toi, du coup, tu es loin. Julien, tu vas aller la voir? Pas à ce moment-là. Non, mais justement, en fait, c'est la distance qui, là, m'a fait vraiment prendre conscience que, OK, là, j'étais accroché. Donc, on a gardé cette relation à distance, de s'écrire, etc. On a cultivé cette relation jusqu'à un moment où j'ai dit, ça serait peut-être cool qu'on se revoie, non? Voilà, de fil en aiguille, une fois, elle m'a dit, écoute, ce week-end, je suis à Genève. Si tu veux, j'aurai un petit moment pour qu'on puisse échanger. Se revoir. Voilà, se revoir. Et donc, c'est comme ça qu'on a repris contact physiquement. Et puis après, depuis ce moment-là, où là, les deux, on s'est dit, OK, on se plaît, on s'apprécie. La distance, elle nous sépare, mais il y a quand même, on a toujours ce lien qu'on a créé et qu'on n'arrive pas à détacher. Ouais, c'est ça, que vous n'arrivez pas à défaire. Non. Toi, Fernanda, comment tu vois la présence de Julien dans ta vie? Tu disais tout à l'heure que tu étais maman solo depuis 4 ans avec tes enfants, hyper investie aussi auprès de tes enfants dans ton boulot. Lui, il arrive, il a 12 ans de moins, il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'expérience de papa. Comment tu abordes ça? C'est une très, très, très bonne question. Julien, il n'a pas arrêté de me surprendre parce que, évidemment, je savais qu'il était plus jeune et qu'il était célibataire et qu'il ne savait pas faire à manger, etc. La chose normale. Mais il rentre dans ma vie et moi, à ce moment-là, j'étais très ordonnée par rapport aux horaires de travail, d'école, des enfants, etc. Donc, j'avais tout un peu à chronométrer. Et puis, lui, tout seul, les premiers jours à l'appartement, il me disait, mais t'inquiète, quand je rentre au travail, il avait déjà tout fait, les courses, à faire à manger. Il y avait des fois que j'arrivais, il avait déjà fait tout, la lessive et tout, et je n'étais pas habituée, mais du tout. Mais vraiment. Et moi, c'était une énorme aide tout au début de notre relation. Il faut dire que lui, il a déménagé chez nous dans un endroit où tout le monde parlait en allemand, suisse-allemand.
Tu parlais allemand, Julien? Jusqu'à aujourd'hui, non. Tout ça, c'était avant le Covid. On parle de 2019, 2020. Et l'idée, c'était de lui déménager chez nous parce que mes enfants, ils étaient à l'école. Évidemment, je n'allais pas rentrer à Genève. Mon travail était à Liechtenstein. Donc, je lui dis, écoute, tu viens chez nous. Tu vas d'abord apprendre l'allemand dans une école pour après pouvoir travailler. Parce qu'ici, c'était une toute petite village. Il n'y avait pas une possibilité. Ce n'est pas Zurich ou Saint-Gallen. C'est vraiment un village. Donc, l'idée, c'était, voilà, il va aller à l'école. Et cependant, il m'a dit, je t'aide à la maison. Et pour moi, c'était juste magnifique. Et les enfants, ils l'aimaient beaucoup. Déjà? Si. C'était facile. Toi, Julien, comment tu arrives dans cette famille avec ce nouveau rôle, cette nouvelle casquette? Comme d'hab, fidèle à moi-même, à la cool. À la cool. Si. Ouais, très naturel, comme toujours. Et je laisse faire les choses, toujours moi, au naturel. Et si ça se passe bien, ça se passe bien. Et s'ils m'apprécient, ils apprécient ma personne. Et c'est ce qui s'est passé, vraiment. Est-ce que dans le rôle, enfin dans la façon l'attitude de Fernanda vis-à-vis de ses enfants, toi, à ce moment-là, comment tu vois ça? Est-ce que tu la vois, quand on a préparé cette interview, Fernanda, tu m'as dit que tu étais la vraie maman poule mexicaine. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les enfants, c'est la priorité. Et eux, ils le savent. À chaque fois, par exemple, la plus petite, Milena, elle me disait, je me sens pas très bien. Par exemple, c'est une examen à l'école. Et je disais, mais c'est pas grave, je viens te chercher. Et puis, elle était là comme, mais tu peux partir de ton travail? Je dis, oui. C'est toujours ma priorité. Et au travail, il le savait. C'était une des conditions un peu... Je faisais très bien mon travail jusqu'à 5 heures, mais après 5 heures, j'étais zéro disponible. Ouais, de toute façon, j'imagine que quand tu es mère célibataire avec 3 enfants, avec un boulot prenant, tu peux pas faire autrement qu'avoir un emploi du temps hyper millimétré. Est-ce que tu dirais que c'est un trait de la famille mexicaine? Est-ce que cette figure de la mère hyper investie? Oui. Je suis grandie aussi avec une maman comme ça. Et les enfants d'abord et leur bien-être d'abord. Je pense qu'arrive à ce moment-là le Covid. Vous vous retrouvez ensemble? Si. Ça se passe bien? C'est vraiment rigolo, cette époque quand même. Parce que le Covid, c'est quand même dans toutes les histoires de crush, une histoire sur deux, le Covid a joué un rôle soit positif, soit négatif. Mais souvent positif, je dois dire. Ouais, c'est ça. Soit ça casse des couples ou soit ça les renforce. Là, c'est ça. En fait, pour faire un petit feedback, pendant 6 mois, je fais des allers-retours de Genève à Saint-Gallen, la frontière de Liechtenstein. Et on décide de vivre ensemble. On tente la partie. Donc, je quitte toute ma vie, etc. Je déménage là-bas. J'arrive. Je m'installe, tout se passe bien, on est super content. Et puis, quelques jours après, on va dire mois, arrive le Covid. Confinement. Donc là, c'est vraiment... Imagine pour moi, c'est vraiment donc un choc énorme. Tu m'étonnes. T'es tout seul tous les soirs, tranquille. Tu gères ton planning, il est pas millimétré du tout. Non. Donc t'arrives dans une maison, t'as 3 enfants, t'as la personne qui te plaît, que tu aimes, mais il faut s'adapter à tout ce mode de vie. Il faut s'insérer dans le moule. Et en plus de ça, il y a le Covid. Donc du coup, là, il faut vraiment tous se serrer les coudes. Et c'était une super preuve, un super test, de couple et de relation aussi, de voir si ça allait fonctionner, si l'alchimie allait le prendre. L'alchimie a pris? Si, claro. Si aujourd'hui on raconte notre expérience, et bien sûr. On jouait beaucoup les 5. On pouvait. En Suisse, les confinements n'étaient pas les mêmes qu'en France, donc on pouvait sortir, au moins se promener. C'est cool, la Suisse. Oui. Donc je pense aussi parce qu'on habitait dans un tout petit village, donc c'était possible. On se retrouvait les 5 à faire des promenades et tout, c'était génial. Après, on jouait à la maison, c'était génial. Nous, on l'a vécu très bien. C'était super. Est-ce que à ce moment-là, toi, Julien, ou vous deux, vous commencez à vous dire que toi, tu dois... Vous parlez en français à la maison, j'imagine? Oui. Ouais. Les enfants aussi? Je leur parle en espagnol. Depuis toujours. Après, entre nous, pour que lui comprenne, on parle français. Mais après, si je me dirige à eux, c'est quel espagnol? Est-ce que toi, Julien, il y a une envie d'apprendre l'espagnol qui arrive à ce moment-là? Est-ce que, à quel moment naît l'envie de retourner vivre
Au Mexique. Bien plus tard. Hein. Ok. Donc, au début, justement, elle n'est pas du tout naissante, cette envie d'apprendre l'espagnol. Je suis là pour l'instant. Je suis justement dans l'idée d'aller apprendre l'allemand. C'est ce qu'elle disait faire, donc je vais rebondir là-dessus. Arrive le Covid et en fait, tout ferme. Donc, j'avais cette intention d'apprendre l'allemand et j'ai été bloqué. Donc, je me suis dit, bon, c'est peut-être un signe de la vie. Hein. L'allemand... C'est pas pour moi. Non, exactement. Donc, non. Et cette envie d'aller au Mexique, elle est arrivée bien après parce que, du coup, voilà, on a eu ces expériences à Saint-Gallen. Après, on est parti aussi quelques années après dans le canton du Tessin, où là, ils parlent italien. Donc, pareil, nouvelle adaptation pour tout le monde. Okay. Personne parle italien dans la famille. Les enfants, c'est peut-être encore plus difficile pour eux parce que eux, ils changent d'école, les amis, les copains. Quand t'es jeune, c'est pas facile de s'adapter. Et en plus de ça, tu changes de langue. Donc, t'es dans le même pays, mais c'est complètement... Les codes sont complètement différents, non? Donc, adaptation pour tout le monde. Et là, on commençait à se dire, ça serait bien de partir au Mexique. Ouais. Est-ce que toi, Julien, ça te faisait peur, cette envie que potentiellement Fernanda ait envie de retourner au Mexique? Parce que ce que je me dis, en fait, c'est que quand on sort avec quelqu'un qui vient de loin, comme ça, à un moment, on peut se dire, est-ce que ça va tenir dans le temps? Est-ce que ça fait peur? Est-ce qu'on se dit, c'est juste une parenthèse et puis on verra bien ce qui se passe après? Ou est-ce que tout de suite, on s'engage et on se projette dans un futur commun dans le pays de l'autre? Je pense que je suis un aventurier dans l'âme, donc j'ai pas forcément de peur. Peut-être que aussi j'ai une forme d'inconscience ou d'insouciance qui te laisse guider et qui t'évite justement de te poser 10 000 questions et de te bloquer. C'est peut-être le problème de pas mal de personnes. Moi justement, je suis là, j'y vais. Et on va voir. De toute façon, qu'est-ce qui se passe au pire? J'aime pas, je reviens. Pour moi, il y a toujours une porte de sortie. Je dois te dire qu'en fait, moi, j'avais toujours l'idée de rentrer au Mexique, depuis toujours, hein, mais je ne savais pas la date. Je ne m'avais pas dit, à cette date, je rentre. C'est plutôt lui, quand il arrive à ma vie, on a voyagé en Mexique, on est venu voir ma famille 2 ou 3 fois, et lui, il se sentait tellement bien ici que c'est lui qui m'a dit, mais pourquoi on vit en Suisse? C'est là vraiment le moteur de dire, oui, tu as raison, pourquoi on vit ici? Et puis il m'a dit, on pourrait vivre là-bas. Je dis oui. Et c'est heureusement une décision que mes enfants, ils étaient aussi tous pour. Tout le monde voulait vivre au Mexique. C'est marrant parce que peut-être, je dois te dire que si eux, ils s'avaient dit non, moi, je ne veux pas aller là-bas, ou je ne connais rien, ou je ne parle pas l'espagnol, j'aurais quand même écouté leur opinion et dit, voilà, leur vie est ici, je m'adapte aussi. Mais vu que tout le monde voulait partir, pour moi, c'était très simple de prendre la décision. Et on s'est fixé une date. On s'est dit, dans 2 ans, on part. Comme ça, on laisse toutes les choses bien. Okay. Et toi, Julien, aucune crainte de quitter tes habitudes, ta famille, tes amis? Non. Non, parce que c'est pas avec eux que je vis, non, c'est pas avec eux que je vois mon futur. Et là, j'étais arrivé dans un moment de ma vie où je me dis, j'ai envie de créer mon cocon, ma famille, non, même si c'est pas mes enfants de sang, ça reste quand même pour moi mes enfants, tu vois. J'en prends soin comme si c'était les miens, non. Et je leur conseille et je fais le maximum pour leur apporter ce que je peux pour qu'ils soient les meilleurs possibles, non. Comment ça se passe cette arrivée au Mexique? Parce que ça va être un grand changement quand même. Si on schématise un petit peu, Julien, t'arrives dans une famille mexicaine de Puebla. Comment tu te sens? Comment ça se passe? Fernanda, comment ta famille accueille Julien? Comment ça se passe? Avant tout ça, je dois te dire que nous, on habitait déjà ensemble, mais je n'avais pas prévu de me marier. Bon, alors, je ne vais pas lui demander un mariage, mais ça passait très bien. Et on a fait un voyage et la surprise... Et il m'a fait la demande de mariage comme si j'avais 20 ans, sans enfant. J'avais les larmes, comme on voit à la télé. et lui, il se met à genoux, il sort la bague et tout. Je regarde, je dis, mais ça m'arrive à moi, à mon âge, d'avoir ça, c'est incroyable. Du coup, tu avais quel âge? À ce moment-là, j'avais 42, 41, 42 par là. Et je lui dis, OK, on va se marier, parce qu'évidemment, pour lui, c'était son premier mariage. Et il voulait avoir la novia. La femme de mariée? Oui. Et je dis, mais si tu veux qu'on se marie, il ne faut pas que j'aie 50 ans pour mettre de la robe blanche et tout. La robe blanche. Tu vois, la bride, tu vois. Ouais. Donc, toi, tu rêvais ce mariage Là, oui, voilà. Ouais.
Je le visualisais, ouais, bien sûr. Et vous vous mariez, du coup, le mariage, il a lieu au Mexique? Exact. Ok. Donc, on a prévu la date de mariage. On a invité tout le monde, de France et Suisse, ceux qu'on savait qu'ils allaient venir. Et puis, du coup, on arrive au Mexique c'était le déménagement. On arrive pour définitivement rester. On arrive les 1er août, et les mariages, c'était les 11 août, pardon. Ouais. Donc, 10 jours plus tard. Donc, vous avez tout préparé depuis la Suisse. Exact. Et vous êtes arrivés, vous avez déboulé et vous vous êtes mariés. Exactement. Ça s'est bien passé. C'était très, très intense parce que... Ouais, c'est super sportif, exactement. Parce que tu organises tout depuis l'étranger, tu arrives sur place, donc tu rencontres tout le monde, le lieu de l'événement, les gens, etc., comment ça va se passer. En plus de ça, tu rencontres toute la belle famille. Et puis en plus de ça, tu as ta famille, tu as tes amis aussi qu'il faut prendre, il faut savoir aussi, tu peux pas les laisser de côté, donc il faut s'occuper de tout le monde. Donc c'est un show pendant 1 mois, c'est super intense, mais c'est génial, on le prend. Mais une autre anecdote, je laissais faire ma robe de mariage. Je le fais par WhatsApp avec la fille. Ah oui, parce à distance. Elle devait être là. Elle était à Puebla. Et moi, je ne me voyais pas devenir avec une valise, avec une robe de mariage de Francia. Alors, je dis, mais comment je fais? Parce que j'arrive 10 jours avant le mariage. Et elle allait le faire. Donc, je me souviens encore en WhatsApp, j'ai mis la vidéo et puis elle m'a dit, prends pour me prendre les mesures. Des mesures, j'étais là, OK, je mets des commandes. Là, OK. Et là, après, j'ai fait comment? Mais lui, il ne devait pas voir la robe. Donc, c'était tout. Et ce mariage, vous le faites dans la tradition mexicaine ou pas? Si. Est-ce que tu veux me raconter? La chose, c'est que ici, le peuple mexicain est très conservateur dans le sens catholique. Je me suis déjà mariée une fois, il y a très longtemps, très, très, très longtemps, par l'Église. Parce que sinon, mes parents, ils ne sauraient pas accepter que je pars salement, je ne sais pas comment dire. Et je devais avoir la robe, l'Église et les promesses, etc. Mais après toutes ces années que j'ai vécues en Suisse, ma perception de religion, etc., ça a beaucoup changé. Et puis, moi, je ne voulais pas avoir un autre mariage, même s'il y a l'annulation de l'Église, etc. Je ne voulais pas qu'on se marie par l'Église. Mais par contre, ça, d'expliquer à la famille, c'est un peu bizarre. Et après, nous, on voulait avoir une cérémonie plus spirituelle. Moi, je ne dois pas promettre à quelqu'un un tiers quelque chose. Me veux, c'est pour lui et vice-versa. Donc, on a choisi une de mes nièces pour qu'elle soit la maître des cérémonies de la missa. Donc, ce n'était pas très traditionnel. OK. Toi, cette partie-là, Julien, quand tu rencontres la famille de Fernanda, est-ce qu'il y a des choses dont tu te souviens qui t'ont marqué sur leur accueil, la façon dont ils t'accueillent? J'ai vraiment été très, très bien accueilli. Et c'est surtout ça qui m'a marqué. Et quelle chance! Je me suis dit, waouh, je tombe dans une bonne famille. Évidemment, je les avais rencontrés quand même avant le mariage et avant de déménager, mais pas tout le monde. Mais je me suis vraiment toujours senti welcome, bien accueilli, toujours avec mon peu d'espagnol, j'essayais de baragouiner, ils étaient toujours là, OK, on va pas te tourner le dos, on va essayer de te comprendre, etc. Ça fait du bien parce que faut pas oublier que t'es tout seul, quoi. C'est ouais. La Suisse, c'est pas si loin que la France, mais là, par contre, le Mexique, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Ouais. Là, t'es tout seul. Là, je suis vraiment tout seul. T'es accompagné de Fernanda, bien sûr. Ouais, non, mais voilà, j'ai pas mon frère, j'ai pas mes parents, j'ai pas mes cousins, ma famille, personne. Et au niveau de la langue, du coup, comment tu t'y prends? Parce que communiquer avec la famille de Fernanda sans parler espagnol. C'est ça. Mais je me souviens très bien. Tu fais des gestes? Ouais. J'ai fait un peu de mime. Des mimes. Je me souviens une fois, on était dans un repas de famille. C'était dans les débuts et je me vois en fait en train un peu d'être spectateur comme dans un match de tennis, faire des gauches-droites avec ma tête et me dire mais waouh, je comprends absolument rien à ce qui se passe. Et là je me suis dit OK, c'est pas possible. Et il va falloir vraiment que je m'active pour apprendre l'espagnol parce que je veux pas subir mon quotidien, non. J'aimerais pas être spectateur. Il y a un truc aussi quand on parle pas la langue du pays dans lequel on est ou des gens qui nous entourent, c'est que moi j'ai souvenir que je me sentais pas moi-même.
J'avais du mal à exprimer ma vraie personnalité. Quand je suis arrivée en Espagne pour apprendre l'espagnol, je me disais, mais c'est fou, je suis pas moi-même, je peux pas faire de blagues, je peux pas être leader comme je pourrais l'être dans certaines soirées, tout ça. Est-ce que toi, tu as ressenti ça à un moment, cette distorsion entre je suis moi-même Julien quand je parle français dans mon environnement naturel où je me sens dans ma zone de confort. Et là, quand tu sors de cette zone de confort et que tu peux même plus t'exprimer par la langue et dire, voilà, ça c'est moi. Regardez-moi, je suis le nouvel amoureux de votre fille. Ça c'est moi, je suis comme ça. C'est ça. T'as senti ça? Forcément, obligatoirement, parce que il te manque du vocabulaire pour t'exprimer. Donc, c'est exactement ça. Mon côté drôle, sympa. Tu veux faire une petite blague, tu peux pas, quoi. Tu l'as en tête, mais elle sort pas. Pour tout au quotidien, c'est super compliqué, forcément. Donc, c'est ces raisons de plus là qui, je me suis dit non, il faut vraiment que j'augmente mon niveau d'espagnol et que là, je m'acclimate à tout le monde. Ça fait combien de temps que vous êtes arrivé à Puebla? 1 an et demi, c'est ça? 1 an et demi. On va sur les 2 ans au mois d'août. Ouais. Et tu parles espagnol couramment maintenant, enfin mexicain couramment. Ouais, mexicain, ouais, exactement. Poblano, mexicain, poblano. Poblano, okay. Je chante quand je parle maintenant. Tu chantes. Quand vous regardez votre histoire maintenant, ça fait 2 ans que vous êtes à Puebla, que vous vivez ici. Julien, j'ai l'impression que tu t'es complètement acclimaté à la façon de vivre et à la famille de Fernanda, également dans la culture mexicaine ici à Puebla. Ce mélange de cultures, qu'est-ce qui vous apporte au quotidien? En quoi il enrichit votre relation? En quoi il enrichit votre vision du monde que vous avez, votre vision respective du monde? Qu'est-ce que ça vous apporte? Toi, Fernanda, en étant avec un Européen, du coup, enfin un Français, qu'est-ce qui t'apporte, Julien? Évidemment, Julien, sa personne, je parle pour lui, sa personne, il est arrivé dans ma vie comme un éclair de lumière. C'est vraiment m'a tout changé positivement, et pas seulement à moi, sinon aussi aux enfants. Je pense qu'on est plus heureux. On est tous plus heureux depuis qu'il est arrivé à la maison, et c'est un énorme cadeau. Après, comme Européen, il a vraiment énormément de qualités. Ce côté de dire, voilà, travailler à la maison, c'est une équipe, on travaille ensemble, on fait tous les tâches de la maison ensemble. Ici, pour les Mexicains, c'est très, très, très bizarre. Quand il y a des gens à la maison, des invités, et que je fais à manger, et après, il y a tout le monde, je débarrasse avec lui, et après, il se met à faire la vaisselle. Les gens, ils disent, mais tu l'as pris où, ce garçon? Il est tellement incroyable. Mais ce sont des choses que peut-être pour vous, en Europe, c'est normal. Ici, c'est encore pas très commun. Et ta famille, elle accepte ça facilement? Oui, bien sûr, bien sûr. Si, ils acceptent que je fasse la vaisselle. Que tu fasses la vaisselle? J'apprécie beaucoup. Non, je ne vais pas dire ça, mais... Non, mais il pourrait, d'une certaine manière, il pourrait y avoir un jugement où, tu vois, ça sort du cadre, quoi. Si, non. Dans mon cas particulier, je pense qu'il y a des familles, donc s'il y a une personne de la famille qui part à l'étranger, au premier monde pour travailler, toute la famille derrière dit, ah, c'est bien qu'elle soit partie, comme ça, elle nous amène de l'argent, etc. C'est pas mon cas du tout, c'était pas mon cas. Mes parents, ils ont beaucoup souffert quand je suis partie à 22, 23 ans, surtout que c'était la Suisse, c'était pas les États-Unis au Canada, donc pour eux, c'était vraiment super triste. Et je pense que tout le temps, ils avaient l'espoir qu'un jour, je rentre, mais ils savaient aussi que ma vie était là-bas. Donc, quand ils ont rencontré Julien, ils se sont dit, c'est grâce à lui que ma fille est de retour. Et ça, voilà. Bon, c'était gagné, Julien. Voilà, c'est gagné. Même si tu parlais pas espagnol, c'était gagné. J'avais déjà quelques points, ouais. Même si tu comprenais pas ce qu'il y avait dans les tacos, c'était gagné. Toi, comment tu analyses ça? Qu'est-ce que Fernanda et la culture de Fernanda et sa vision du monde t'apportent à toi? Et en quoi tu penses que ça enrichit votre relation? Ça rejoint un peu la question de tout à l'heure. Hein. C'est, encore une fois, moi, j'arrive vraiment à m'adapter à beaucoup de choses, à beaucoup de situations. Et voilà, j'apprends, je comprends pourquoi et comment est Fernanda, parce que je vois qu'en fait la famille elle est comme ça, elle rayonne de la même façon, on est très positif, on va de l'avant, chaque problème a sa solution et on est ensemble, on a ce socle de famille, on aime se réunir, etc. Donc moi je vois ça vraiment d'un côté très très positif et très très heureux d'être là. Et c'est ce qui me permet aussi de m'adapter beaucoup plus facilement. Et aujourd'hui je me dis mais je suis super bien, pour rien au monde je change notre quotidien. Hein.
À votre avis, qu'est-ce qui vous unit aujourd'hui? Au-delà de vos différences, au-delà de la façon dont vous avez grandi, de vos langues maternelles qui ne sont pas les mêmes, qu'est-ce qui vous unit aujourd'hui? Je peux te répondre, malgré toutes les différences culturelles et d'âge et de tout ce qu'on a déjà parlé, Juliane et moi, on a la même vision et les mêmes croyances. Vraiment, les croyances, je parle d'énergie, des choses que je peux parler avec lui et il ne va pas me dire « Ah, t'es folle, ça n'existe pas » ou vice-versa. Donc, on a vraiment les mêmes croyances en question je ne vais pas dire des religions, mais un peu on croit que le monde fonctionne d'une manière et on est les deux d'accord. Donc, toutes nos actions vont pour ces schémas qu'on considère les bons. Et ça, c'est loin d'avoir une relation avec notre culture ou nos pays des précédents. C'est au-delà de ça. Si. Et ça, c'est super important. Ouais. Julien, est-ce qu'il y a par exemple, il y a des valeurs? Est-ce que tu dirais que ce sont des valeurs, une philosophie de vie qui transcende tout ça? Bien sûr, c'est exactement ça. C'est ce que essaie d'expliquer Fernanda. On a la même vision des choses, du monde, de la vie, etc., de comment se comporter en société, ou la manière de penser. Et c'est ce qui nous unit. Donc, ouais, c'est ça. Si tu rencontrais le Julien de 2018, là, tu le rencontres, tu le croises, tu lui dis salut, comment ça va? Wow. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que tu as bien changé, garçon. Si. Et que c'était très intéressant de te connaître, qu'on a passé de très bons moments. Et maintenant, voilà, tu as évolué. Très fier de ton parcours. Fernanda, qu'est-ce que tu dirais à la Fernanda de 2018? Wow. La Fernanda de 2018 ne croyait plus à l'amour. Ça, c'est vrai. Et je lui dirais maintenant, aujourd'hui, sois patiente parce que les bons arrivent. Elle me fout les larmes aux yeux à moi aussi. Voilà, toute la salle, bien sûr. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Qu'est-ce que tu vous souhaites, Fernanda, pour les années à venir? Santé. Santé. Si, parce que tous les restes sont là. Julien? Oui, c'est un joli mot pour terminer ce joli podcast. Mais ouais, de la santé et de relativiser son quotidien. La vie est belle. Faut sourire. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bueno, se acabó. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay. You know why? Today's my day. What can I say? Today's my day. This is Gloria Estefan. Over 1 million women and 2.5 million children experience homelessness in our country every year. The National Women's Shelter Network is dedicated to ensuring that no woman or child will ever have to live on the streets. You can make a difference. Please visit thenwsn.org and donate today.